Bien, rebonjour et bonjour à quelques-uns qui n'étaient pas là ce matin. Et merci à ceux qui étaient là d'être toujours avec nous et pour poursuivre les différentes, l'audition de ces différentes communications de cet après-midi. Donc cet après-midi, nous allons d'abord entendre deux premiers intervenants à propos d'une question un petit peu générale de l'actualisation à l'épreuve du variable, et donc portant sur deux œuvres plastiques de deux artistes contemporains. Alors, nous entendrons d'abord Quentin Petit-Didual, puis Anne-Sophie Miclot. Donc, je vais vous présenter pour l'instant Quentin. Alors, Quentin est auteur d'un mémoire en histoire de l'art qui portait sur la production de l'artiste Orlan, dont vous avez une œuvre exposée dans le hall de la maison de l'université Jean Monnet. Nous étions hier, nous serons à nouveau demain. Donc, sur l'artiste Orlan sous le prisme du genre. Et il est actuellement doctorant, donc en thèse en histoire de l'art également, à l'université Paris-Nanterre. Et sa thèse porte sur, entre activisme et imaginaire, la représentation d'un troisième genre de la fin des années 60 à nos jours. Donc portant pas seulement sur Orlan, je suppose, d'après ce titre. Donc, il s'intéresse aux questions liées au féminisme, au genre, au queer et, de manière plus générale, à l'art engagé de la seconde moitié du XXe siècle à nos jours. Donc, aujourd'hui, il va nous parler d'Orlan, avec cet intitulé « Un Orlan-corps variable » ou « Comment reproduire et actualiser la performance artistique ». Voilà, je vous donne la parole. Bonjour à tous. Je tiens d'abord à remercier les trois organisatrices pour me donner l'opportunité aujourd'hui de poser la question de la variabilité de la performance dans cette étude de cas des mesurages d'Orlan qui sont effectués entre 1968 et 2012. Alors, Orlan est une artiste stéphanoise et féministe qui est active depuis le milieu des années 60 et dont la pratique artistique touche la performance, la photographie, la vidéo, les biotechnologies, mais aussi la peinture et la sculpture. Toute son œuvre pose la question du corps, le corps social avec ses comportements et canons de beauté, ainsi que le corps biologique, physique, avec des problématiques trans et cyborg. Les mesurages sont une série de performances qui sont à ce jour au nombre de 9, comme vous pouvez le voir. Et ces performances jalonnent toute la carrière de l'artiste. Orlan mesure en fait des rues célèbres ou des musées de divers pays avec son propre corps qui va lui fournir l'unité de mesure, l'Orlan-corps. Pour mesurer, l'artiste s'allonge et trace un trait à la craie derrière sa tête, autant de fois que nécessaire, puis compte avec des témoins le nombre d'Orlan-corps contenus dans l'espace avant de leur faire signer un constat sur un chevalet. Et elle lave ensuite en public la robe portée pendant le mesurage, et elle va recueillir l'eau sale dans des flacons qu'elle va brandir en posant comme la statue de la liberté. Et ces flacons vont être exposés ou vendus en galerie. Donc les mesurages varient selon leur contexte et donnent lieu à des œuvres nouvelles. Les premiers mesurages correspondent au contexte artistique des années 70, dans lequel, entre autres, la performance remet en question la culture bourgeoise. Il s'agit surtout de rejeter l'objet sacralisé, alors que dans le même temps se développe le monde des galeries et des musées. Et dans ce contexte contrasté, les artistes performeurs mettent l'accent sur le processus de création plutôt que sur l'œuvre finie. Et lors de ces mesurages de musée, Orlan introduit alors une œuvre action dans un lieu consacré aux œuvres objets. Dans les mêmes années, l'idée d'un art centré sur l'objet est supplantée par un intérêt porté sur des systèmes en tant que pratiques et procédés considérés dans leur rapport à l'intérieur d'un ensemble. Donc, la notion d'un art rendant visible la manière dont l'humain agit dans la société émerge.
Cet art didactique croise en outre le mouvement florissant de la libération des femmes. Donc la parole de l'artiste, surtout celle de l'artiste femme, intègre ainsi la théorie féministe dans sa production artistique. Dans le cadre de ce colloque, il est question d'explorer théoriquement la notion de variabilité et les implications qu'elle entraîne aussi bien dans la forme que dans le contenu des mesurages. Il s'agit ici d'étudier la manière dont la reproduction de ces performances influe sur la production même de l'œuvre, puisqu'elle s'avère varier selon l'espace, mais aussi selon les différents médiums utilisés. Et donc, pour ce faire, nous allons examiner d'abord la variation du processus de scénarisation des mesurages, avant de poser la question de l'actualisation et du reenactment de la performance, avec notamment la dialectique entre différents médiums artistiques. Et enfin, nous analyserons l'impact de la multiplicité due à la reproduction de l'œuvre sur le sens qu'elle produit. Les mesurages sont donc à ce jour au nombre de 9 et chaque performance varie selon son contexte, comme vous l'aurez compris. Et il ne s'agit pas ici de faire un catalogage de toute la série, mais d'appréhender, d'après des performances choisies, d'appréhender les occurrences plastiques qu'elles peuvent prendre. Le premier mesurage est « Ceci n'est pas un vœu », qui est le seul portant un titre différent et qui s'effectue en 1968 sur la place Saint-Pierre de Rome lors d'un voyage pour une étude sur le baroque. De manière moins élaborée et plus spontanée que les autres mesurages, l'artiste fait l'expérience du lieu sans son futur matériel, ce qui donne l'effet d'une performance plus improvisée. Il n'est donc pas encore question ici d'un système de scénario. Et une seule photographie de constat est restée de cette performance, dans laquelle il est possible de voir Orlan, donc habillé d'une robe d'été, à 4 pattes, s'avancer vers le photographe au milieu de la colonnade de la place Saint-Pierre. La photochronologie de l'ouvrage collectif Orlan, publié en 2004, va retracer l'interruption de l'artiste par un agent de sécurité, et on y apprend que pour éviter des désagréments, elle lui assure d'exaucer un vœu avant de continuer sa performance. Ainsi, le titre de ce mesurage, « Ceci n'est pas un vœu », fait référence à cette anecdote qui le rend d'ailleurs plus profane, même presque plus blasphématoire que ses autres performances. Et pour aller plus loin dans cette étude, il est possible d'affirmer que le contraste établi entre le titre et la symbolique de ce haut lieu de religion et de prière s'exprime plastiquement par les lignes de la photographie. Donc effectivement, tandis que la verticalité des colonnes reflète la transcendance spirituelle, Orlan s'allonge et reste dans le registre terrestre. Donc sa position horizontale coïncide avec sa condition humaine et tend même vers un comportement plus sauvage et animal. Il faut attendre 8 ans pour qu'Orlan refasse un autre mesurage, en 1976, dans la rue résidentielle Chateaubriand à Nice. Cette performance se réalise dans le cadre d'un festival Fluxus qui se tient au théâtre municipal de Nice et est constitué des éléments manquants lors de son action à Rome et qui vont bien sûr revenir dans les futurs autres mesurages. Donc nous avons la craie blanche, la robe blanche, le chevalet et la lessive. Un an plus tard, Orlan mesure avec son corps non plus une rue, mais un musée. Le 2 décembre 1977, de 17h15 à 17h47 pour être très précis, l'artiste expérimente le centre Georges Pompidou, c'est la photo au centre que vous voyez, tandis que cette exposition, elle fait un mesurage pendant une exposition qui s'appelait « 3 villes, 3 collections, Grenoble, Marseille et Saint-Étienne ». Et cette exposition montrait la politique d'achat de ces 3 musées publics, tandis que donc, le musée parisien commande à l'artiste une action menée par son corps, qui est un matériau que l'institution ne peut pas acheter. 2 ans plus tard, en 1979, Orlan mesure un autre musée, et dans le cadre du Symposium international de performance et de vidéo, l'artiste évalue le musée Saint-Étienne à Lyon, mais cette fois-ci de manière différente.
puisque ce musée se voit mesuré à ciel ouvert et non plus à l'intérieur. Donc Orlan se déplace dans la galerie du cloître, ouverte sur le jardin intérieur. D'emblée, il est remarquable que chaque institution a son propre mesurage, comme fait sur mesure, et que quelques performances revêtent aussi une charge symbolique supplémentaire quant à son lieu d'expérimentation, puisque la place Saint-Pierre est un lieu de culte, et l'action au centre Georges Pompidou s'opère l'année de son ouverture au public. De même, un autre mesurage, celui de la place Saint-Lambert à Liège en 1980, se dote d'une portée un peu plus politique, puisqu'Orlan y est invité par une association qui lutte contre l'adaptation du centre de la ville à la circulation autoroutière, enfin automobile plutôt. Ce mesurage donc, constitue une autre variante exceptionnelle de la série. Celui-ci est déjà plus long que les autres puisqu'il dure 4 jours. Dans une vidéo documentaire qui est disponible sur la plateforme Vimeo, il est possible de voir Orlan arriver sur le chantier de la place, transporté par un bulldozer. Elle inclut alors l'un des instruments de destruction de l'espace dans son processus artistique, alors qu'elle est invitée par une association qui lutte contre ce chantier. Et donc, dans le godet, l'artiste est allongé immobile à la manière de résidus de la déconstruction et n'est que mouvante lorsqu'elle entame le mesurage. Celui-ci s'effectue à l'aide d'ouvriers qui installent des plaques de bois sur la boue en un parcours évolutif afin que l'artiste ne soit pas au contact directement avec la terre. Ainsi, après le passage d'Orlan, ses complices retirent la dernière plaque pour la mettre à l'avant. Et dans cette performance aussi, l'artiste est interrompu par la police. Un agent donne à l'artiste un papier provenant de l'hôtel de ville qu'Orlan va lire à haute voix et tout en restant allongé. Donc je cite: comme suite à votre demande du 14 janvier 1980, mes services me font remarquer qu'il est impensable d'admettre qu'un trafic aussi intense que celui qui existe place Saint-Lambert soit grévé et parfois interrompu de 12h30 à 14h30 durant 4 journées consécutives. Dans ces conditions, il n'est pas possible de vous donner satisfaction. Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de mes sentiments distingués. Alors pourquoi Madame la Présidente, entre parenthèses? Parce qu'Orlan est dans ces années-là présidente d'un symposium de performance avec un ami et critique d'art qui s'appelle Hubert Bezacier. Et à la fin de ce mesurage, l'artiste écrit sur un plot blanc rectangulaire: lundi 28, troisième étape, performance arrêtée par les flics à 113 Orlan-Corps, témoin Stahl. Ces altercations avec les forces de l'ordre démontrent ainsi que l'art d'Orlan porte atteinte au bon fonctionnement de la société et ainsi que son souhait de sortir des normes. Dans tous les cas des mesurages, Orlan n'utilise ni le temps ni le mouvement en tant que mesure métrique. Effectivement, selon Henri Bergson, dans La pensée et le mouvement de 1934, le temps est considéré non pas comme une mesure exacte, mais en un concept qui se construit en permanence et qui est un temps ressenti. L'artiste n'oppose donc pas non plus le temps au mouvement, comme le suggèrent les principes de critique littéraire et d'esthétique de Lessing. Ce philosophe allemand oppose la poésie à la peinture, dans le sens où la poésie est successive, qu'elle se déploie dans le temps et qui est apte à dérouler le fil d'une action. Alors ici, au contraire, j'ai oublié de dire que Lessing, lui, pour ce qui est de la peinture et de la sculpture, pour lui, ces arts vont arrêter la figure dans un moment fécond. Donc Orlan, ici, va mettre à profit le temps et le mouvement en tant que principe actif et créateur, et tente même une sorte d'association de ces notions. Dans ces mesurages, il est question d'une succession de moments particuliers, comme avec le comptage, la signature du constat, la lessive,
Et toutes ces étapes sont à la fois autonomes et en même temps liées ensemble. Donc, la variation des scénarios des mesurages s'opère à travers le temps et par le mouvement, s'adaptant à l'espace mesuré. La variabilité dans le cadre des mesurages d'Orlan s'effectue également par leur actualisation et par la pratique du reenactment. En 2012, Orlan actualise sa série en introduisant un élément nouveau dans 2 performances. D'abord, le 19 juin, l'artiste mesure le musée Andy Warhol à Pittsburgh, puis 10 jours plus tard au musée d'art contemporain d'Anvers, qui proposait une rétrospective de ces mesurages. Et pour ces 2 performances, Orlan utilise un des brassards de l'entreprise Body Media qui serait capable de capter les données du corps telles que la transpiration, la dépense énergétique, mais aussi la situation du corps dans l'espace et dans le temps. Donc, une double mesure s'opère, celle du musée et celle du corps mesurant. L'artiste déclare en outre dans son entretien avec Sylvie Roch en 2012, je cite, « Le brassard indique aux clients seulement au moyen de schémas ce qu'ils ont réalisé comme dépenses énergétiques. J'ai repris ces mêmes schémas et bien sûr, en un clin d'œil à Andy Warhol, j'ai traduit la dépense énergétique de mon corps équivalente à 2 Campbell Soup, 1 hamburger et demi et 4 Coca-Cola. J'ai réalisé le même mesurage au musée d'art contemporain d'Anvers et traduit l'équivalence de la dépense corporelle en portions de moules, bière et frites. » Alors même si aucune source visuelle n'est disponible pour cette étude, les propos de l'artiste dégagent une autre dimension importante pour l'appréhension de ces mesurages. En effet, Orlan fait référence à l'hyperlocal qui rend visible l'expérience qu'elle fait avec l'altérité du lieu. Sa dépense, c'est-à-dire son corps dans toute sa matérialité, ne fait qu'un avec la représentation d'éléments culturels qui caractérisent le lieu mesuré. Donc les relations qu'elle donne à voir ne sont plus seulement celles que le corps entretient avec l'architecture et la sociabilité du lieu, mais aussi celles qu'il entretient avec la tradition ou la culture propre au milieu. En 2013, Orlan réalise La liberté en écorché, qui est une vidéo de plus de 28 minutes et qui la montre en écorché, refaisant l'action des mesurages. Après s'être totalement scanné, Orlan se modélise en 3D et son corps ne présente plus que des muscles apparents, sans veines ni articulations osseuses, et dont la texture réfléchit la lumière, ce qui suggère son aspect humide. À gauche et à droite, les personnages reproduisent l'action des mesurages avec une temporalité décalée, c'est-à-dire que lorsque celui de gauche se déplace à 4 pattes, l'autre s'allonge. Ils tiennent une craie blanche dans leur main droite et tracent sur le fond noir des traits délimitant donc l'Orlan corps, ce qui va structurer cet espace uniforme. Et enfin, entre ces 2 personnages, le 3e écorché ne fait qu'un seul geste, donc faisant d'abord face au public avec le bras le long du corps, il se baisse, touche le sol, se redresse et finit par prendre la position de la statue de la liberté. Cette pose, comme pour montrer qu'elle est bien présente au monde, pourrait être de manière interprétative le signe de la liberté que l'artiste a gagnée quant à l'institution. D'ailleurs, Orlan affirme dans une conférence en 2015 que la liberté en écorché dénonce la menace de la censure qui cherche à écorcher les artistes. Il s'agirait donc de rendre visible son affranchissement et sa victoire sur le lieu mesuré. Et donc, considérant la liberté comme un symbole de l'activité de l'artiste, il est aussi possible d'affirmer qu'Orlan se pose presque en tant que martyr. Et cette relation art-religion se retrouve d'autant plus plastiquement par la structure en triptyque qui rappelle les retables médiévaux et par la multiplication du corps reprenant le chiffre de la Trinité. Pourtant, cette dimension christique semble être contrecarrée par un aspect plus profane et laïque. Il ne s'agit donc pas d'un saint dont le corps est martyrisé, mais bien d'une femme
en pleine activité artistique, qui prend la liberté de montrer son corps à la manière de ses opérations chirurgicales, donc un corps ouvert et vivant. La liberté en écorché s'avère être un reenactment des mesurages effectués en 2012. Et le reenactment, qui peut être traduit par reconstitution jouée, est en fait une reprise par un artiste d'une œuvre antérieure dont il est l'auteur ou non. Alors, comme l'annonce Aline Caillet dans un article publié en 2013, donc je cite, « Le reenactment se déploie dans un espace et un temps qui lui sont propres et semble destituer par là même le couple modèle-copie. » Donc l'exactitude n'est pas ici l'effet désiré, puisque Orlan va reprendre en vert fluorescent le brassard de l'entreprise Body Media, ainsi que ses genouillères, pour en faire ce qu'elle appelle des prothèses qui transformeraient en fait le corps en cyborg. Et de manière fictive, ces accessoires permettraient au corps de rester vivant alors qu'il est encore plus ouvert que lors de ses chirurgies. Ce reenactment des mesurages est principalement caractérisé par le ralenti. Le slow motion décompose le mouvement qui est presque imperceptible, comme s'il s'agissait d'un arrêt sur image. Il est alors possible d'affirmer que le ralenti attire l'attention du spectateur dans un moment de suspense et l'invite à regarder les 28 minutes de vidéo qui répètent plusieurs fois l'action. La lenteur modifierait alors l'appréhension de l'œuvre parce que le public doit prendre le temps, il doit s'arrêter pour voir. Et si Fogel et Patino affirment dans leur ouvrage « La condition numérique » publié en 2013 que, je cite, « Derrière la connexion, la vie publique du sujet peine pour trouver son articulation avec le monde réel », qui d'ailleurs se définit par l'accélération et la profusion technologique, Orlan utilise le virtuel en contrepoint. Effectivement, tandis que les nouvelles technologies sont l'une des conséquences et outils du développement rapide et massif des sociétés, l'artiste rappelle que l'humain détient un pouvoir sur elles et qu'elles dépendent de comment il les utilise. Donc, l'actualisation et le reenactment de la performance semblent constitutifs de la variabilité des mesurages. Et nous allons voir donc la manière dont leur reproduction affecte la création artistique et le discours qu'elle produit. La question de la multiplicité dans les mesurages d'Orlan engendre certaines variations donc, dans la forme ainsi que dans le contenu. Et les mesurages produisent en fait des objets considérés à la fois comme documentaires, mais aussi comme des objets artistiques. Orlan s'approprie des formes de constat pour saisir l'instant performé. Donc les photographies et les vidéos font le lien entre action et mémorisation, tandis que le matériel issu des performances constitue un large panel d'objets témoins. Donc ces éléments comprennent alors les flacons de lessive, les constats rédigés par l'artiste et signés par les témoins, des plaques commémoratives, des interventions sur les plans des architectures mesurées, l'étalon Orlan-corps, qui est une barre de métal de la longueur du corps d'Orlan, et dont le verso est une multiplication imprimée de son corps. Et pour finir, il y a aussi la robe présentée sous plexiglas. Alors, ces éléments font partie depuis 2009 de la collection du Centre Georges Pompidou, et lorsqu'ils sont exposés, ils pérennisent le mesurage, dépassant leur dimension documentaire. Ils sont alors considérés comme des œuvres en eux-mêmes, comme en atteste la signature d'Orlan sur le plexiglas. Et donc, la répétition des performances engendre une multiplicité d'éléments donnés à voir qui vont constituer la forme variable de l'œuvre. Nous allons nous attarder sur cette robe, qui est un élément central dans les mesurages. Elle est faite à partir des draps du trousseau d'Orlan, et ces draps, les draps du trousseau, sont en fait, selon une pratique traditionnelle encore fréquente dans les années 60, un linge de maison offert par la mère à la jeune fille à marier, qui doit le broder et l'ourler. Ce linge constitue alors une sorte de dot et un symbole de pureté. Et de manière artistique, Orlan va réutiliser en fait la robe des mesurages, ou plutôt les draps du trousseau, pour faire plusieurs œuvres.
Alors, en effet, les draps du trousseau sont déjà utilisés dans les plaisirs brodés en 1968, qui est une performance pendant laquelle elle brode devant un public des taches de sperme, mais aussi dans le striptease occasionnel à l'aide des draps du trousseau de 1975, qui est une installation photographique présentant différentes étapes du striptease d'Orlan, donc de son enveloppement dans un drapé jusqu'à la disparition de son corps. Et elle utilise aussi ces draps du trousseau dans son étude documentaire Le drapé, le baroque dans les années 80. Il s'agissait en fait de se travestir en madone et de tisser des liens entre la spiritualité et la sexualité. La question du striptease est aussi très importante dans l'œuvre générale d'Orlan, puisque c'est une notion que l'on va retrouver également dans plusieurs œuvres. Par exemple, en 2013, l'artiste introduit une nouvelle problématique à son déshabillage, puisque dans La liberté en écorché, elle se retrouve sans peau, et donc il s'agira en fait d'un après-striptease pour étudier ce qu'il y a derrière la peau. Cette vidéo est alors un croisement entre deux images, donc celle d'un mesurage et celle du striptease occasionnel à l'aide des draps du trousseau. Orlan hybride donc ici deux vocabulaires plastiques et conceptuels déjà employés pour créer une nouvelle œuvre. Tout au long de sa production artistique, elle élabore en quelque sorte sa propre iconographie, un langage qui lui est propre, dont la signification des signes n'est pas totalement définie. Cette déclinaison de ses propres représentations donne une cohérence à l'ensemble de l'imagerie mise en place par l'artiste. Donc, on repère une variation des mesurages dans leur production de sens qui s'avère être multiple au regard de l'œuvre générale d'Orlan. Qu'ils soient souillés de sperme, traînés à terre ou présents seulement pour révéler la nudité, les draps du trousseau sont tachés hors mariage et posent d'emblée une problématique d'ordre social concernant la femme. Cette robe taillée pour les mesurages s'avère être comme une sorte d'intermédiaire qui devient impur, et le lavage de la robe, qui peut être interprété comme la métaphore publique du lavage du linge sale, est alors un moment clé de la performance, puisqu'il s'agit en fait d'extérioriser le débat qu'Orlan entretient avec l'institution muséale et la société sur la place donnée à la femme dans le monde. D'ailleurs, dans une des photographies de constat du mesurage de la rue Chateaubriand à Nice, on peut voir Orlan rédiger sur le constat « Étude comparative de rues portant le même nom dans différentes villes à l'aide de mon corps, appréciation et relativisation de la grandeur des hommes illustres dans les rues portant leur nom ». Elle donne ainsi à voir le caractère dépendant et limité du fondement de la place donnée aux hommes dans la conception de la ville et plus largement dans la société. Orlan tente alors de s'y mesurer afin de donner à voir la fragilité et la disparité du système, historiquement machiste, qui ne fait aucunement allusion à la femme. En outre, il serait possible de voir dans le fait qu'Orlan se déplace par terre une référence à l'expression « la femme est une traînée », et ce comportement presque sauvage exprime en fait la colère de l'artiste contre le machisme des institutions, d'où la notion de rage qui vient s'ajouter à la mesure. Avant de conclure, il est important de signaler que la variabilité et la multiplicité n'est pas sans effet sur la représentation de soi. Les mesurages d'Orlan n'ont jamais été analysés sous l'angle de l'autoportrait, qui est, selon son manifeste de l'art charnel de 92, l'un des principaux piliers de son art. Ces 9 performances, donc, qui jalonnent tout le long de sa carrière, sont en fait réalisées à différents âges de l'artiste, l'âge qui est aussi une particule que l'on retrouve dans le mot mesurage, et il est possible d'affirmer qu'il s'agirait en fait de donner à voir les âges de sa vie, mêlant histoire personnelle et histoire générale. Effectivement, pour ce qui est de l'histoire générale, Orlan démontre l'évolution technique de la photographie, passant du noir et blanc à la couleur. Mais sur l'ensemble des photographies et vidéos de cette série de performances, il est aussi possible de constater les transformations d'Orlan relatives au temps, mais aussi à ses chirurgies.
Toujours habillé de la même robe, le regard du spectateur se focalise donc sur les variations de sa coiffure ou de son visage. On peut donc se poser la question de est-ce qu'elle se mesure par rapport à elle-même, finalement. Et Orlan affirme en 2009 que donc, nous n'avons pas qu'un corps dans une vie, nous en avons plusieurs. L'artiste rendrait ainsi visibles ces différentes figures et représentations personnelles, tout en dressant le portrait non pas d'une femme, mais de la pluralité d'une femme. Donc cette conception de la femme multiple s'inscrit dans une visée politique qui tend à déconstruire l'idée de la femme. Donc son propre corps devient, comme elle l'affirme, le lieu d'un débat public. Pour conclure, il est possible d'affirmer donc que les mesurages d'Orlan varient selon le lieu mesuré. Et sur son site officiel, l'artiste répond à la question « Pourquoi choisir de créer des séries ?» Parce qu'on ne peut pas cerner la thématique d'une seule façon, la série permet d'aborder une idée sous des angles différents. La variabilité révèle alors la question de la multiplicité dont Orlan fait un usage conceptuel et plastique. Et effectivement, ces notions engendrent certaines variations dans la forme ainsi que dans le contenu, mettant en place un vocabulaire théorique et artistique propre à l'artiste. L'actualisation et le réenactment de la performance affectent ainsi la production de sens de l'œuvre, avec notamment le passage de paradigme d'un corps politique et social à celui davantage biologique dans une fiction cyborg. Et en parallèle de ce changement, on remarque qu'un passage ou un transfert d'un médium artistique à un autre, donc le temps, l'espace et le corps en tant qu'intermédiaire sensoriel entre l'artiste et l'environnement, constitue dans un premier temps les matériaux de la performance. Un déplacement survient également avec les photographies et les vidéos de constats d'action qui évoluent en faveur d'une image faisant œuvre à part entière. Et le spectateur n'a alors plus ici un rôle intégrant à la performance, mais est plutôt confronté frontalement à une œuvre en 2 dimensions. Enfin, la photographie et la vidéo semblent être rédimées par le virtuel, avec la liberté en écorché, ces médiums faisant de l'instabilité un élément constitutif de l'œuvre. Par ailleurs, dans les mesurages, Orlan utilise ce qu'elle critique. L'artiste semble en effet obligé d'expérimenter le système contre lequel elle lutte, afin de donner plus d'ampleur, peut-être d'ampleur symbolique à sa performance. Elle montre son écrasement littéralement au sol pour mieux se relever. Et dans sa relation fondamentale avec l'espace, Orlan perturbe l'expérience traditionnelle proposée par le musée ou la rue. Elle met ainsi la question du corps au centre de son processus en créant le concept de l'Orlan-corps. Donc, cet Orlan-corps, en tant qu'objet ou en tant qu'objet-sujet variable, permet de faire comprendre de façon critique comment s'établissent les relations sociales et culturelles dans la société en général. Je vous remercie.